Celui qui n'innove pas meurt. On commence à présent à durcir le ton, c'est un impératif, disent les spécialistes, et finalement, a-t-on vraiment le choix de ne pas s'adapter à cette IA? On en parle maintenant avec notre troisième intervenant de la matinée. Sid Alizadouki, CEO Algeria Venture, vice-président de la Commission mondiale des startups WBAF. Je vous en prie. Mike. Monsieur le ministre, monsieur le représentant de Madame la ministre de la numérisation, honorable assistante, bonjour. Bon, déjà c'est difficile de parler après professeur Debach et après monsieur Ali Kahlan, donc je vais essayer d'innover. Donc déjà par réduire un peu de lumière, parce que tout à l'heure le blanc était un peu éblouissant, donc j'ai essayé du mieux que je pouvais donc, de m'acclimater ou de m'adapter à la charte graphique du CTO Forum. Donc, innovation. Tout le monde en parle. De quoi il s'agit? Et l'open innovation. Ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il évoque pour certains? 90%. Le nombre de startups qui meurent au bout de 3 ans. La plupart des startups, 90% meurent ou cèdent d'exercer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on a pensé à leur apporter de l'aide? Pour certains, oui. Beaucoup d'autres, non. 50%, un autre chiffre clé. 50% des entreprises qui n'innovent pas ou qui ne cherchent pas à innover ou trouver des solutions innovatrices ont 50% de chances de s'éteindre. C'est un chiffre qui est choquant, mais c'est une réalité. Je ne parle pas des grands groupes, des géants, malgré que Nokia, il y a 15 ans, était le leader mondial dans la téléphonie mobile. Mais parce qu'il n'a pas innové à cette époque-là, il a été, je dirais, si je me permets de l'expression, il était dévoré par ses pairs, par ses concurrents. Ericsson, Huawei, et j'en passe. C'est une innovation. Tout le monde se pose la question, pourquoi, c'est quoi, quand? L'open innovation, c'est une question qui revient assez souvent. Aujourd'hui, dans ce monde où on innove, où on meurt. Donc, des entreprises ont besoin d'innover, de chercher de nouvelles solutions, justement, pour trouver de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux clients, ou juste pour survivre en face de ce nouvel start-up ou ce nouveau géant, quand on va tout à l'heure parler de ChatGPT, qui a vu une croissance fulgurante en moins de 3 mois, il est passé de 0 à plus qu'1 euro parce qu'il a vu des centaines de millions d'utilisateurs. Il a été racheté, il a vendu des parts en si peu de temps à 10 milliards de dollars à Microsoft. C'est une première pour une start-up dans le monde. Facebook ne l'a pas fait, Google, TikTok, tout cela sont restés, je dirais, sans voix en face de ChatGPT, que tout le monde connaît, malgré qu'il y a une vingtaine d'autres solutions. Donc en fait, il y a l'open innovation, il y a aussi la closed innovation. Beaucoup d'entreprises ont leur département de recherche et développement. C'est bien, mais c'est cloisonné, c'est ce coffre-fort-là. En fait, ils ont des équipes, ils ont un budget, le process est lent, les ressources sont les mêmes. Je ne dirais pas qu'il manque d'innovation, mais ils sont structurés, ils ont un mécanisme, ils ont un procédé, ils ont un budget qui est validé par le conseil d'administration, par leur tutelle, qui est validé chaque année, et souvent, la recherche n'aboutit pas. C'est normal, c'est de la recherche, donc il peut y avoir des résultats comme non. Par contre, Socrate nous a dit, pour permettre, enfin, pour rester, je dirais, dynamique, pour permettre à notre cerveau d'être dans le pic de ses conditions, c'est-à-dire au sommet de ses conditions, il faut toujours le challenger, il faut toujours des solutions innovantes, il faut toujours les mettre au défi des frontières, parce que là, on s'est mis des frontières, on s'est cloisonné, on s'est mis dans un, je dirais, creux de sac, avec des process, avec des ressources, avec un budget, parfois des idées même qui sont dans cette équipe de recherche et développement, ils sont, je m'excuse, jetés aux oubliettes, parce qu'ils ne font pas partie du programme de recherche et développement.
Hop, si on peut revenir au prochain. Regardez cette vidéo. La régie, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer, parce que ça doit... Hop. Régie, s'il vous plaît. On n'entend pas? Mais c'est pas grave, le plus important, c'est ce qu'on voit. Fly fruit. Ces mouches qui viennent souvent quand on ouvre, on laisse une banane pourrir, viennent de nulle part. Une orange pourrir, ça vient de nulle part. Ils ont été mis dans un bocal pendant 3 jours. Eux qui viennent de nulle part et qui volent partout, parce qu'ils ont été mis dans un bocal pendant 3 jours, leur comportement a été encadré. Après 3 jours, on a ouvert le bocal, on a enlevé l'environnement, ils sont restés avec le même comportement, éternellement. Leur progéniture réagira pareillement. On est obligé donc de sortir de ce cloisonnement. We have to think out of the box pour pouvoir évoluer. On doit innover, on doit enlever ces boundaries. Certes, il y a certains process, mais aussi on mettra des process pour l'innovation. Je vous repasse la vidéo encore une deuxième fois. Ça a été fait il y a longtemps, une trentaine d'années, en labo, ça a été prouvé. Il n'arrive même pas à dépasser le seuil du bouchon. Toujours le même comportement. On passe au slide suivant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me répondre? Échec et maths. Ok, et cette personne-là, à part un speaker qui va passer tout à l'heure, celui qui va trouver aura un petit cadeau. C'est Dewey Jonas, qui est l'un des premiers photographes de National Geographic, qui est connu. National Geographic, qui est une chaîne... en fait, c'est une ONG, hein, National Geographic Society. Donc, ce photographe a été choisi parmi tant d'autres, les meilleurs au monde. Donc, ils sont là. Il a été appelé au QG, à Washington, D.C., en 1969, quand il avait 26 ans. Il a été appelé par qui? Bob Gilga, un monstre, le recruteur, le directeur de photographie de National Geographic. Il l'a appelé, il lui dit « Hé, DeWitt, viens, j'ai envie de vous parler. » DeWitt, elle arrive, époustouflée par le parc, par l'infrastructure, Washington DC, National Geographic. Il y a des centaines de photographes, d'experts en vidéo, filmmakers. Qu'est-ce que je viens faire ici? Pourquoi on m'appelle? Et comment je vais faire mes preuves? Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute-moi, DeWitt. You are good at what you are doing. Vous êtes excellent dans ce que vous faites. Mais, il y a un mais. Vous êtes parmi tant d'autres. Vous êtes les meilleurs dans la planète. On vous a recruté, on vous a fait un excellent package, un excellent salaire. Mais on ne cherche pas que vous prouvez que vous êtes les meilleurs. Ne prouvez pas. Parce que prouver, c'est d'essayer de chercher des solutions. Comment être mieux que les autres. Parfois faire des coups bas. Parfois, toujours rôder autour. Improve yourself. Il lui a dit, don't prove, improve yourself. Et ça l'a marqué à jamais. Je vous invite aussi à regarder sa vidéo sur le net. Tapez Dewey Jones et vous allez voir, il a été juste marqué à vie. Pourquoi? Parce que quand on cherche à s'améliorer, on partage de la connaissance. On partage des idées. Donc, en s'améliorant nous-mêmes, on va améliorer tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est de l'open innovation aussi. Donc, en s'améliorant, nous, on va améliorer notre environnement et on va tous évoluer ensemble. Et ça a été dit en 1969. À qui? À un photographe. Donc, quand on parle innovation, on pense toujours technologie, on pense toujours ICT, informatique, robotique, IA. L'innovation, ça touche à tout. D'où cet exemple. C'est quoi la définition de Open Innovation? C'est l'art d'échanger du savoir et des idées. Comment? Par qui? Où? Quand?
les universités, parce que c'est la source de cette matière grise, de ce savoir. Au niveau des universités, tout à l'heure, on a vu l'exemple de 250 000. En fait, on est à 350 000. Ce n'est pas pour vous corriger, mais en fait, ça fluctue. On est au moins à 350 000 étudiants chaque année diplômés, dont exactement près de 70% dans les filières techniques. C'est un gisement énorme en Algérie, ce qu'on a. C'est une fierté pour nous. Oups, la GoPro, la technologie, désolé. Think Factory fait de l'excellent travail. Ils nous rendent à chaque fois la tâche plus difficile, donc avec les gadgets et le setup. Merci. Donc, les universités, on a les acteurs scientifiques, des clubs scientifiques, des chercheurs. On a les clients, des clients finaux, parce que leur retour, on verra tout à l'heure des exemples, des clients, le retour d'expérience pourra nous permettre d'améliorer notre prestation de service, d'améliorer nos produits et d'avoir plus, comment dirais-je, de longévité. Et les business partners, les corporates, les entreprises sur lesquelles on peut compter de façon, c'est-à-dire ils sont indispensables à cet écosystème tout en restant attachés aux institutions publiques de l'État, les ministères, les APC, toutes institutions confondues. En fait, tout ça, c'est l'écosystème de l'Open Innovation. On a l'échange d'idées, l'échange de savoir avec ces acteurs-là. On a tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est modèle et PCT ou MVP. On a tout ce qui est contrat, pas de sponsoring, mais d'Open Innovation, de marché. Pourquoi ne lançons pas une campagne, allez, à partir d'aujourd'hui, de ce plateau-là, avec la complicité de M. Ahmed Lahri, une start-up, un PO, une start-up, un bon de commande. Ça serait génial. Quel que soit son montant. C'est une façon d'aider, de s'ouvrir, de contribuer et, je dirais, laisser les autres apporter leur touche. Vous allez être épaté, vous allez être subjugué. Vous n'allez pas croire les capacités, l'agilité de ces startups-là. En fait, dans l'open, on a vu tout à l'heure la closed innovation, il y a aussi l'open innovation. L'open innovation, il y a plusieurs types. Il y a innovation outside in, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. On a du savoir, on a nos procédures à nous qu'on voudrait partager. Il y a aussi inside out, pardon, c'était l'inside out, et l'outside in, c'est-à-dire on ramène des connaissances de l'extérieur et on essaie de pratiquer chez nous parce qu'on a des solutions, on a des procédures qui sont rigides. Et on a coupled ou bien cross innovation, c'est-à-dire dans les deux sens. On partage ce qu'on a et on ramène ce qu'on n'a pas. Et là, c'est the best option, le meilleur modèle d'open innovation. Pourquoi on collabore avec les startups? Les startups, ils ont accès à la technologie. Ils sont toujours à jour, plus qu'une corporate qui essaye de suivre certains process. La startup, elle est agile. Ils ont moins de process. Ils ont cette envie d'être visibles, cette envie de montrer leurs preuves. Une startup, elle a de la créativité, qu'on le veuille ou non. Maintenant, 90% des géants mondiaux de la technologie, c'est des startups. Ils font du chiffre d'affaires, ils sont valorisés en bourse beaucoup plus que n'importe quel géant qui existe depuis 30, 40, voire 50 ans. Les startups, ils ont des coûts moindres que les corporates. Ils savent optimiser, ils n'ont pas de coûts monstres que maintiennent ces industriels, ces grandes corporates pour maintenir leur image de marque. Moi, je suis Google, je dois être grandiose, je dois avoir certains protocoles, certaines notoriétés. La start-up, quand elle commence, quand elle démarre, elle n'a pas tous ces protocoles-là. Elle démarre, elle veut juste évoluer et porter haut ses corporates, ses partenaires. Ceci dit, il faut être vigilant. L'open innovation, elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Parce que la start-up, souvent, elle a des soucis de communication, elle a des soucis différentes cultures par rapport à l'entreprise, elle a des soucis, par exemple, de budget ou de financement, parce qu'elle est fragile, en plein démarrage, et elle a aussi des problèmes avec la propriété intellectuelle, où souvent il y a des fractures. Parfois, elle ne respecte pas le code, ou elle néglige volontairement ou involontairement certains process. Je vais vous donner juste 3 exemples.
on a Nike avec FlexFlow, pardon. Donc, c'est une start-up qui a fait la création d'une solution qu'ils mettent dans les souliers pour suivre le tracking des sportifs. Mais ça n'a pas marché pour la simple raison que la culture de FlexFlow avec Nike, ça n'a pas collé. Et du coup, le projet est tombé à l'eau. Pareil, Google, qui a acheté la startup Nest pour avoir comme le Google Chrome, le Google Home Station, mais ça n'a pas marché pour un problème de communication. Coca-Cola, qui est un géant, désolé pour le nom de marque, mais c'est important, donc, qui a collaboré avec une startup qui s'appelle Keurig pour la création d'une nouvelle solution, une nouvelle boisson rafraîchissante, un café, mais pour des problèmes de financement, pareil, le projet est tombé à l'eau. Donc, il faut toujours être vigilant. On fait de l'open innovation, d'accord, mais on doit mettre aussi des contrats, des matrices de responsabilité, une approche, et surtout, idéalement, se faire accompagner par des experts ou par ceux qui ont fait déjà cette expérience. Aujourd'hui, à Adventure, on a cette expertise d'accompagnement dans l'open innovation auprès des corporates et des startups. Donc, non seulement cette mise en relation, mais l'accompagnement, le coaching, la mise en place de process et jusqu'à l'exécution des projets. Donc, Lego, qui avait connu un déclin après Playmobil, et un peu pour ceux qui ont des enfants connaissent ça, ou ceux qui ont vécu ça récemment. Donc, il y a les Playmobil qui a dominé un peu le marché. Mais Lego a repris encore du terrain en faisant de l'open innovation. Donc, elle a ouvert une plateforme pour les externes qui se sont connectés, qui ont proposé des idées, d'où leur produit Friends, donc qui a fait grimper les ventes chez Lego de façon drastique. Ils ont même quadruplé les ventes. Et là, it's a game changer pour Lego. Et ils ont compris que sans l'open innovation, ils auraient pu suffoquer. Ils auraient pu couler. Unilever, pareil. Ils ont fait une plateforme d'open innovation qu'ils ont appelée Unilever Foundry, la fonderie. Donc, c'est une plateforme de coopération avec des startups innovantes. Mais ça n'a pas marché non plus. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Je vois que le temps, je regarde le temps tout à l'heure, donc on est dans les temps. Mais ces pratiques-là, aujourd'hui, c'est des pratiques de collaboration. On appelle une culture, un mindset d'open innovation. On est prédisposé, mais accompagné aussi par des experts dans cette open innovation. Et comme on dit, on joue carte sur table. On n'a rien à se cacher, tout en gardant en esprit, rien n'est gratuit. Ça ne veut pas dire open innovation, allez, on va travailler gratuitement. Non, on ne va pas céder le droit propriété intellectuelle. Donc, comme ça, non, il y a des patents, il y a des PCT qui sont payés, il y a des droits que certaines startups probablement ne verront pas ou nous négligeront, mais dans l'open innovation, tout ça c'est réglementé, tout ça c'est structuré. Donc, l'open innovation, ce n'est qu'un vecteur et ça ne peut qu'améliorer le quotidien d'une entreprise, d'un corporate, d'un environnement, d'une société, d'un pays. Je vous remercie pour votre attention et on est à votre disposition s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, Sidali Zerouria.